Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition du 1945 de ce mardi 3 décembre 2024. Ce soir, c'est une édition spéciale, voire symbolique, car elle célèbre la Journée internationale des personnes en situation de handicap. Et à ce titre, je suis accompagnée de Nelly Aka. Nelly, bonsoir. Bonsoir Isabelle, comment tu vas? Je vais très bien et toi-même? Je vais super bien, merci. Alors, la thématique de cette journée, amplifier le leadership des personnes handicapées pour un avenir inclusif et durable. Que t'inspire cette thématique? Merci Isabelle. Déjà, j'aimerais remercier le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale pour cette édition spéciale et ce moment qui nous donne de pouvoir nous exprimer à travers ce média. Alors, je dirais tout simplement que ce thème m'inspire inclusion. Inclusion dans le sens où on parle de participation, valorisation et intégration des personnes handicapées. Nelly, je rappelle donc que tu seras avec moi tout le long de ce journal et on poursuit avec le fil de l'actualité. Voici le sommaire. Régulation des marchés publics en Côte d'Ivoire, un master professionnel est désormais ouvert pour renforcer la compétitivité du secteur. La rédaction a également examiné la question des personnes en situation de handicap, une analyse à suivre sur l'inclusion comme levier de performance. Enfin, la mise à niveau des infrastructures scolaires est toujours d'actualité et c'est avec nostalgie qu'un ancien du lycée garçon de Bingerville appelle au secours pour son école. On ouvre cette édition avec le lancement officiel du programme Master professionnel en commande publique qui a eu lieu ce mardi matin au siège de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics. Ce programme s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de renforcement des capacités adoptée par le gouvernement en 2021. Son objectif principal est de former des acteurs compétents dans la gestion des marchés publics, un impératif pour assurer la transparence et l'efficacité dans l'attribution et l'exécution des contrats publics. Les précisions d'André Assimian, Ahmed Badini et Karel Dablé. En 2021, le montant total des marchés publics attribués a atteint environ 1 000 milliards de francs CFA, selon les données de la Direction générale des marchés publics. C'est un secteur clé pour l'économie nationale car il stimule la croissance économique en augmentant les investissements et en soutenant les petites et moyennes entreprises, tout en renforçant la transparence et la bonne gouvernance. D'ailleurs, le nouveau cadre réglementaire impose une part minimale de 30% des marchés publics réservés aux petites et moyennes entreprises, ce qui favorise leur intégration dans l'économie nationale. Avec l'essor des partenariats publics-privés et la nécessité d'une gestion rigoureuse des fonds publics, il est primordial que les acteurs concernés soient correctement formés afin d'optimiser les ressources et d'en assurer une utilisation efficace. C'est tout le sens du master professionnel en commande publique initié par l'Autorité nationale de régulation des marchés publics en collaboration avec l'INPHB de Yamoussoukro. Nous voulons aujourd'hui que les personnes qui travaillent en matière de marchés publics soient des spécialistes pour essayer de corriger les insuffisances qui sont reprochées au système des marchés publics, comme la lenteur, comme le manque de transparence. Voilà, c'est tous ces éléments-là que nous voulons corriger en donnant des outils nécessaires aux animateurs de ce secteur pour que les résultats soient à la satisfaction de toutes les parties prenantes. Cette formation a pour objectif de préparer des spécialistes en commande publique. Elle inclut également le suivi des contrats, la gestion des litiges, la réalisation d'audits et la conduite de réformes. Le programme vise à fournir aux apprenants l'ensemble des connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour être opérationnels dès la fin de leur formation, leur permettant ainsi d'exercer efficacement tous les métiers liés à la commande publique. La problématique de la commande publique est une problématique qui concerne certes notre économie, mais la relation que nous pouvons avoir, de confiance que nous pouvons avoir avec les bailleurs internationaux, les partenaires techniques et financiers. Donc il s'agit d'un sujet assez majeur. Donc il faudrait des apprenants super motivés, prêts à apprendre parce que la formation elle est prenante. Ça va être des formations de 2 ans en formation initiale à temps plein, et puis des formations de 18 mois en présentiel pour la formation continue. Ce cadre de formation vise à apporter des solutions durables aux défis actuels du secteur, tout en s'assurant que les acteurs concernés possèdent des compétences requises pour contribuer efficacement au développement économique du pays. Les objectifs de développement durable qui visent à transformer notre monde d'ici 2030 reconnaissent explicitement l'importance de garantir que personne ne soit laissé de côté, y compris les personnes en situation de handicap. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a mis une place
Une politique nationale en faveur des personnes handicapées, un cadre stratégique qui définit des objectifs clairs pour l'insertion des personnes handicapées dans divers domaines, notamment l'éducation, l'emploi et la santé. L'inclusion des personnes handicapées est perçue comme un levier essentiel pour améliorer la performance globale. Le handicap, qu'il soit physique, mental ou sensoriel, touche une part significative de la population mondiale. En Côte d'Ivoire, le recensement général de la population et de l'habitat de 2021 a révélé que 1,5 million de personnes vivent avec un handicap. Ce chiffre représente environ 5,1% de la population totale recensée qui est de 29,39 millions d'habitants. Et pourtant, malgré les avancées législatives et sociétales, les défis demeurent nombreux. Les personnes en situation de handicap font face à des obstacles quotidiens qui limitent leur accès à l'éducation, à l'emploi, aux loisirs et à la vie sociale. Ces difficultés sont souvent exacerbées par des préjugés et stéréotypes qui persistent dans notre société. Chaque être humain qui naît a droit à trouver de l'épanouissement dans sa société. Donc a droit à avoir accès à certaines commodités qui relèvent de la société. Donc quand on parle de logements sociaux, nous devons compter, ça doit compter avec nous, sa construction. Quand on parle d'espace dédié au grand public, ça doit compter avec nous. Quand on parle des immeubles, ça doit compter avec nous. Des supermarchés, je dis, j'ai parlé. Vous voyez les routes qui se font, il va falloir que des tracés soient faits pour que des personnes handicapées en fauteuil roulant puissent trouver, ne plus rouler sur les chaussées et être exposées à des accidents de route. Il est crucial de reconnaître que ce sont les barrières physiques et mentales que nous érigeons qui empêchent l'inclusion. Au fil des années, la Côte d'Ivoire a mis en place des lois visant à améliorer la vie des personnes en situation de handicap. Depuis le démarrage du recrutement dérogatoire en 1997, 2107 personnes handicapées ont été intégrées dans la fonction publique ivoirienne. Pour l'année 2024, le gouvernement a alloué 200 nouveaux postes budgétaires pour ce processus, ce qui portera le nombre total de recrutements à 2307 personnes en situation de handicap. Dans le cadre de gouvernance de l'emploi en général et plus particulièrement de l'emploi des personnes en situation de handicap, il a été créé le Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Aussi, en 2021, 2 décrets ont été pris pour garantir le droit des personnes en situation de handicap à l'emploi et au reclassement professionnel. Toutefois, la mise en œuvre de ces lois reste inégale. De nombreuses structures publiques et privées ne sont pas encore adaptées et le manque de sensibilisation demeure un frein à l'intégration. Comme nous le disons toujours, beaucoup est fait, mais il reste encore à faire. Donc nous attirons toujours à travers nos plaidoyers l'attention des acteurs, des décideurs sur la situation des personnes handicapées pour une véritable inclusion de la question du handicap dans les projets de développement, les stratégies de développement, toutes les politiques de développement. Donc nous voulons pour une Côte d'Ivoire solidaire, vraiment inclusive, où les personnes handicapées participent véritablement à la vie de leur communauté et par ricochet à la vie de la nation. L'inclusion des personnes en situation de handicap dans le cadre des objectifs de développement durable dépasse la simple question des droits humains. Elle constitue également une condition essentielle pour un développement durable véritablement efficace. Il est crucial que les efforts déployés soient permanents et inclusifs en intégrant directement les personnes handicapées à chaque étape du processus décisionnel qui les concerne. C'est en collaborant étroitement que nous pourrons atteindre une inclusion authentique qui bénéficie à l'ensemble de la société. C'était une analyse de Cécile Itonisila et Aimé Baudillet. On poursuit toujours sur le fil de l'actualité nationale. Le lycée moderne garçon Nialega Mémé Jérémy de Bingerville est dans un état de délabrement avancé et c'est Charles Legrand-Gué qui tire la sonnette d'alarme après une récente visite effectuée dans l'établissement qu'il a fréquenté il y a plus de 30 ans. Nous sommes allés à sa rencontre. Il nous explique son ressenti d'ancien élève du lycée garçon de Bingerville dans ce reportage de Tchélina Lebonsoro commenté par Félicien Biaou. Dans la commune de Bingerville, le lycée moderne garçon Nialega Mémé Jérémy, fondé en 1903, est l'un des établissements d'excellence de la Côte d'Ivoire. Équipé d'un internat et d'une cantine, il était autrefois une fierté pour les parents qui y envoyèrent leurs enfants et ces derniers y étaient ravis de faire partie de cette école prestigieuse. Nous avons rencontré Charles Gué, un ancien élève de la promotion 1989-1995 du lycée. Avec une certaine nostalgie, il évoque ces années passées au sein de cet établissement. On avait des enseignants qui étaient vraiment attentifs
des enseignants qui savaient mettre la concurrence entre nous et des enseignants qui étaient vraiment ouverts. Et je vous assure que c'était l'un des meilleurs moments de ma vie. On avait les placards, on avait l'internat où on partageait tout, on se disait tout, on bossait ensemble, c'était une famille. Membre d'une association d'anciens élèves, Charles Gueye a ressenti une profonde amertume en découvrant près de 30 ans plus tard l'état de délabrement dans lequel se trouve l'établissement qui lui a tant apporté. Les photos que nous avons pu obtenir, malgré le refus des responsables de l'école, montrent des bâtiments dont la peinture est défraîchie et écaillée et le plafond de certaines classes est perforé. Les toilettes sont dans un état déplorable et le sol chaotique évoque le souvenir d'une terrasse désormais oubliée. C'est le cœur lourd que Charles Gueye exprime sa déception face à cette situation. Les enfants même n'ont même pas de terrain de DPS comme nous on l'avait à l'époque. Franchement, c'est vraiment un pincement au cœur. J'avais mal parce que je vois dans les conditions dans lesquelles les enfants travaillent, mais même l'administration, ce n'est pas facile. Que tous les aigles, partout où ils sont, se mobilisent. Et tous ceux qui entendent ce message, qui ont de la sympathie pour ce lycée aussi, se réveillent. Consciente de cette situation, la mairie de Benjerville a lancé un plan Marshall pour la restauration des différents établissements de la commune. Dans ce cadre, le maire a pris contact avec le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises. Daniel Brobabi, 6e adjoint au maire, en charge de la salubrité, de l'environnement, du cadre de vie et de la protection civile, et lui-même ancien élève du lycée Gasson de Benjerville, nous explique cette initiative. Il va avoir la réfection des établissements secondaires, il va avoir la réfection des internats, il va avoir la réfection des réfectoires. Et nous avons fait ces visites-là, le compte-rendu a été fait. Nous avons vraiment en cœur que ce projet prenne jour parce que le maire suit ça de près. La commune de Benjerville dispose de plusieurs établissements modernes d'excellence, tels que le lycée moderne Gasson Nyalega Mémé Jérémy, le lycée Mami Fetter, le lycée moderne, l'ERASU, anciennement lycée agricole, et l'école militaire préparatoire et technique de Benjerville. Noël avant l'heure, la magie de Noël commence à prendre vie à travers une tradition colorée et festive. Les chapeaux de Noël, dans le magasin de Dame Touré, les clients affluent. L'ambiance chaleureuse et joyeuse promet une expérience unique où chaque chapeau est bien plus qu'un simple accessoire. Chapeau de Noël, quelles sont les tendances de 2024? C'est dans ce reportage de Francis Kofi, commenté par Karel Dablé. À Adjamé, l'ambiance festive de Noël se manifeste avec éclat et rien ne représente mieux cette période joyeuse que les chapeaux colorés et uniques de Noël. Des bonnets aux chapeaux de cow-boy, chaque modèle raconte une histoire et évoque la magie des fêtes. Certains d'entre eux portent même le nom de la nouvelle chanson Djeneba Djaba de l'artiste ivoirien Debordo Linkoufa. Mais qu'est-ce qui fait que c'est Djeneba Djaba? Parce qu'on voit des plumes, on voit des... Mais c'est ça, quand Djeneba Djaba tourne, les plumes remuent. Donc c'est un remue comme Djeneba Djaba. Ça c'est Djeneba Djaba. On appelle ça chapeau Djeneba Djaba. Ça ce sont les nouveaux modèles qui sont là. Là c'est le chapeau de Noël. Ça aussi ce sont les chapeaux de Noël. Ce sont les nouveaux marchandises qu'on envoie. Ça ce sont les chapeaux des femmes, les filles. Les petites filles portent et puis elles ont code dessus. Ça dessus, j'ai écrit dessus. Joyeux Noël. C'est pas 12 ans, on fait un grossiste. On fait beaucoup de gros, on ne fait pas un gros comme ça. Nous on est grossiste, les gens viennent prendre un ça me vend. Dans la boutique de Dame Touré, véritable caverne d'Ali Baba dédiée au chapeau de Noël, les clients, arborant fièrement leur couvre-chef, sont à la recherche de la pièce unique qui illuminera leur festivité. L'atmosphère chaleureuse et l'authenticité des produits attirent de nombreux visiteurs. En fait, quand je passais, j'ai vu les chapeaux, ça m'a intéressée. Je suis venue par rapport à la fête de Noël. C'est bien de porter les chapeaux pendant les Noël, ça fait habiller, ça fait la joie, ça donne la joie de Noël. Oui, mais ça là, vous voyez, ça fait dame. Et puis ça fait, bon, actuellement c'est Djeneba Djaba. Donc ça fait dame, c'est beau, donc on met... Enfin, on est dans la joie de Noël, quoi. Dame Touré, avec son sourire chaleureux et son sens aigu de la mode, a réussi à créer un espace où tradition et modernité se côtoient harmonieusement.
Sa boutique propose une impressionnante gamme de chapeaux, allant de modèles classiques aux créations les plus audacieuses. Plus de 1 million de chapeaux sont disponibles en stock dans ce magasin pour Noël. La commerçante a flairé le bon filon. Ça, ce sont les bonnets. Ça, on a plus de 200 000 quantités. On a plus de 200 000 quantités. Donc, il y en a beaucoup, les clients n'ont qu'à venir. Ça, c'est Djeneba Djaba. On a plus de 500 quantités. On a plus beaucoup de quantités. Maintenant, ça, ce sont les bonnets 2025. Ça, on a plus de 2000 quantités. Ces tendances montrent comment les chapeaux de Noël à Abidjan ne sont pas seulement des accessoires, mais aussi des expressions de style et de culture qui enrichissent l'expérience festive. On y va pour un tour à l'international. Les dynamiques politiques et sociales à travers le monde continuent de façonner l'actualité marquée par des initiatives électorales en Afrique, des avancées juridiques historiques en Europe et des lois controversées au Moyen-Orient. On fait le point avec Karel Dablé. Au Ghana, le processus électoral prend forme avec la tenue le lundi 2 décembre d'un scrutin anticipé pour les agents de sécurité, les journalistes et les professionnels impliqués dans les élections générales du 7 décembre prochain. Ce vote spécial a mobilisé 131 478 électeurs et a été largement salué pour son organisation fluide et l'affluence observée dans plusieurs régions, notamment à Cloté-Corle, où le député Zentor Adjaman Rawlings a souligné un exemple à suivre pour le jour principal. Toutefois, des ajustements ont été nécessaires dans les régions occidentales et orientales en raison de l'acheminement défectueux des bulletins, ce qui a conduit à un rapport au 5 décembre. Considéré comme une répétition générale, cet examen vise à renforcer la transparence et la crédibilité du processus électoral, des enjeux essentiels alors que les Ghanéens se préparent à élire leur président et leurs parlementaires. Dans un contexte politique en pleine évolution, le Sénégal se démarque avec la décision d'Ousmane Sonko, leader du parti PASTEF, de rester à la primature après la victoire de son parti lors des législatives anticipées du 17 novembre. Lors de l'installation de la nouvelle Assemblée nationale, il a justifié sa démission de son mandat de député par son engagement à se consacrer entièrement à ses fonctions gouvernementales. Ce même jour, Malik Ndiaye, ancien ministre des Transports, a été élu président de l'Assemblée nationale, entraînant un remaniement ministériel. Abbas Fall, tête de liste de PASTEF à Dakar, a été nommé ministre du Travail, malgré son inéligibilité à siéger au Parlement. Par ailleurs, l'ancien président Macky Sall a respecté son engagement en annonçant sa démission de son mandat de député, témoignant ainsi d'une transition politique dynamique. En Europe, une décision marquante de la Cour d'appel de Bruxelles a mis en lumière les cicatrices laissées par le passé colonial. Le lundi 2 décembre, la Cour a reconnu que l'État belge avait commis des crimes contre l'humanité en enlevant 5 femmes métisses à leur mère congolaise pendant la période coloniale. Cette reconnaissance, résultat d'une lutte juridique de près de 6 ans, s'accompagne d'une condamnation de l'État à verser 50 000 € à chacune des plaignantes. Ce verdict va au-delà des excuses présentées par le gouvernement belge en 2019 et souligne la nature systématique et destructrice de ces actes. Alors que le débat sur l'héritage colonial reste vif, notamment autour de figures controversées comme le roi Léopold II, ce jugement représente une avancée significative vers la réparation des injustices historiques. En Iran, le Parlement a récemment adopté une nouvelle loi qui renforce les sanctions contre les femmes ne respectant pas l'obligation de porter le voile. Prévue pour entrer en vigueur le 13 décembre prochain, cette législation impose des amendes allant de 110 à 2 000 €, ainsi que des restrictions administratives et des peines d'emprisonnement pour les récidivistes. Les femmes seront identifiées grâce à des caméras de surveillance et des dénonciations anonymes. Cette initiative, qui survient dans un contexte de critiques croissantes concernant le port obligatoire du voile, suscite de vives réactions, tant au sein de la population que parmi les responsables politiques. Le président modéré Massoud Pezeshkian a exprimé ses réserves sur l'efficacité de cette loi, avertissant d'un risque d'exacerbation des tensions sociales. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes dénoncent une atteinte aux libertés individuelles, invoquant les manifestations de 2022, suite à la mort de Massa Amini. Certains experts mettent en garde contre un risque de résurgence des mouvements de protestation dans un pays déjà affaibli par une grave crise économique. On arrive presque au terme de cette édition. Nelly, est-ce que tu as un dernier message à adresser à tous ceux qui nous regardent ce soir? Merci Isabelle, j'ai été très ravie de partager cette scène avec toi.
Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale organise demain, mercredi 4 décembre, la cérémonie officielle de la Journée internationale des personnes handicapées. La cérémonie va démarrer à partir de 9h à l'espace Figayo, à Yopougon, autour du thème « Amplifier le leadership des personnes handicapées pour un avenir inclusif et durable ». Vous y êtes tous conviés et venez nombreux. Merci Nelly, merci pour ton courage, pour ta force, pour ta résilience et surtout pour le message que tu as adressé à tout le monde ce soir et nous y serons tous. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, toujours dès 19h45 pour le fil de l'actualité. Tout de suite, le Grand Talk. Bonsoir.